Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue dans ce journal de la synergie des médias, la synergie de la radio Inzamba, la radio publique africaine, RPA et la télévision Renaissance. Et ce journal se focalise sur un sujet particulier, le 9e anniversaire du début des manifestations contre le 3e mandat inconstitutionnel de Pierre Nkurunziza. Les manifestations qui ont démarré justement le 26 avril comme aujourd'hui. C'était en 2015 et nous allons évoquer les raisons qui ont poussé les Burundais à rejeter ce mandat supplémentaire de Pierre Nkurunziza, les abus et les exactions commis par les forces de l'ordre par la suite, ainsi que les propositions des différents acteurs pour résoudre les conflits burundais et parvenir à un état de droit. Dans ce journal vous présenté par Emile Nibasumba et Eddie Claude Ninina Razoué. Soyez des nôtres. L'appel de la société civile pour dénoncer le 3e mandat de Pierre Nkurunziza avait été massivement suivi dans les rues de la ville de Bujumbura. Les manifestations ont été farouchement réprimées par les forces de l'ordre. Des morts et des disparus ont été répertoriés, de même que des milliers de Burundais qui ont pris le chemin de l'exil. Revenons sur ces événements avec Josephine Johnson-Nzimana. Au lendemain de la désignation de Pierre Nkurunziza comme candidat à sa propre succession pour le 3e mandat, le 25 avril 2015, des manifestations ont secoué la capitale économique actuelle, Bujumbura. Les quartiers des communes urbaines de Cibitoke, Nyakabiga, Musaga et Ngagara ont massivement répondu à l'appel lancé par les organisations de la société civile dans le cadre de la campagne Halte au 3e mandat. Ces manifestations ont été durement réprimées par les forces de l'ordre. Dès le premier jour de ces manifestations, le dimanche 26 avril, 2 personnes ont été abattues à bout portant par des agents de police dans les quartiers du nord de la capitale. Le jeune Nepomucène a été le premier victime. Malgré la répression, la population de certaines localités du pays a rejoint le mouvement après quelques jours. Face à une répression qui s'intensifiait chaque jour, la communauté internationale a exercé des pressions sur le pouvoir de Nkurunziza pour qu'il ramène à l'ordre ses agents de sécurité, mais en vain. Le nombre de morts et de disparus a augmenté de manière exponentielle et des milliers de Burundais ont pris le chemin de l'exil. Pendant le déroulement des manifestations, l'espace de diffusion des médias indépendants a été restreint car les autorités du pays ont ordonné la coupure des émetteurs utilisés comme relais de l'intérieur du pays. L'annonce du coup d'État manqué du 13 mai a été accueillie avec soulagement, mais sa célébration n'a duré que le temps d'une liesse éphémère. Après ce coup d'État manqué, la répression a encore augmenté en intensité. La population a été massacrée dans les rues de Bujumbura par des hommes en uniforme qui ont également détruit les médias indépendants tels que la RPA, Isanganiro, Bonesha FM, Télé Renaissance et Rema FM. Face à ce resserrement de l'espace médiatique, le pouvoir a été sur le point de commettre l'irréparable. Ainsi, dans la nuit du 12 au 13 décembre, un massacre a été organisé par le pouvoir et l'irréparable a été commis, suivi d'une forte vague de Burundais qui ont trouvé refuge dans les pays voisins. L'objectif de l'organisation des manifestations pacifiques via la campagne Halte au 3e mandat était d'appeler le président Pierre Nkurunziza au respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de prévenir les conséquences si le président briguait le 3e mandat illégal. Propos d'Armel Niongere, président de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi, à Kat, Burundi. Armel Niongere indique que l'entêtement de Pierre Nkurunziza a eu des conséquences qui d'ailleurs s'observent toujours à travers tous les secteurs de la vie du pays. Suivez Armel Niongere, c'est le président de la CAT Burundi. L'objectif de rappeler à la manifestation pacifique contre le 3e mandat était d'appeler le feu président de la République, Pierre Nkurunziza, au respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et la constitution du Burundi de 2005.
L'appel lancé était un mouvement citoyen regroupant toutes les forces vives de la nation. Il y avait la société civile indépendante, les partis politiques de l'opposition et certains hauts cadres du parti au pouvoir, CNDD-FDD. Et cet appel faisait suite aux lettres d'alerte qui avaient été adressées au gouvernement du Burundi et au secrétaire général des Nations Unies pour prévenir les conséquences qui découleraient du forcing de son mandat illégitime et illégal. Malgré tous ces appels, le président Pierre Nkurunziza s'est représenté pour ce troisième mandat, ce qui a eu des conséquences. Lors des manifestations pacifiques, les forces de l'ordre ont utilisé des forces disproportionnées jusqu'à tuer certains manifestants alors que leur rôle était de protéger les citoyens et leurs biens. Les conséquences liées à l'endettement du président Nkurunziza de se présenter au troisième mandat sont notamment de plusieurs natures. Des arrestations et emprisonnements arbitraires se sont observés, d'autres ont été contraints à l'exil. Les organisations de la société civile indépendante ont été suspendues et radiées. Les radios indépendantes ont été détruites, vandalisées et fermées. Et jusqu'à maintenant, les conséquences liées à ce troisième mandat s'observent à travers tous les secteurs de la vie nationale. Vous suivez la tranche de l'actualité en synergie des médias. Ce n'est pas du tout étonnant que le pouvoir du CNDD-FDD a incendié et détruit par les forces armées les médias indépendants au cours de ces manifestations contre le pouvoir du CNDD-FDD, car ce pouvoir ne pouvait pas cohabiter longtemps avec les médias indépendants qui se préoccupent des intérêts de la population. Propos du directeur de la télévision Renaissance, Innocent Morosi, souligne que le gouvernement du Burundi s'est empressé à réduire au silence la voix de ces médias indépendants car ils mettaient en lumière les différents crimes commis par ce pouvoir. Suivez Innocent Morosi, il est directeur de la radio-télévision Renaissance. Les manifestations qui avaient commencé en 2015, en fait, contre le troisième mandat, ce n'était pas spécialement le troisième mandat, c'était surtout la gouvernance qui était en place, où les gens disaient, ça ne peut pas continuer comme ça, on est dans des situations insupportables. Quand vous avez affaire à un gouvernement qui, de manière claire, tue les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, vole le bien public, torture, fait disparaître les gens, est incapable de gouverner, ce gouvernement ne peut pas cohabiter avec une presse libre, parce que la presse libre passe son temps aussi à dire ce qui se passe dans le pays. Les enlèvements, les tortures, les assassinats, les pillages, etc. Donc c'est vraiment incompatible. La première chose que ce gouvernement fait à la première occasion, c'est de détruire ces médias, c'est de réduire au silence ces médias. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient essayé de nous réduire au silence par ces attaques militaires, quand ils ont eu l'occasion de pouvoir le faire. Ce n'est pas étonnant qu'ils nous aient condamnés à des prisons à vie, qu'ils aient détruit nos médias, etc., qu'ils en occupent encore certains, et que ceux qui sont encore au pays sont sous pression dans leur travail quotidien. C'est tout à fait logique, c'est incompatible. Nous sommes incompatibles avec ce genre de gouvernement, comme beaucoup d'autres citoyens sont incompatibles avec ce gouvernement qui se maintient par la terreur, par la tyrannie. Ce n'est donc pas étonnant qu'ils nous aient attaqués, qu'ils aient saccagé nos médias, qu'ils aient confisqué ce qu'ils ont trouvé, qu'ils aient pillé ce qui était en place quand nous sommes partis en exil, et qu'ils maintiennent la pression actuelle sur les médias indépendants, et même des simples questions qui circulent sur WhatsApp coûtent l'emprisonnement à ceux qui échangent dans des groupes qui sont censés être privés. Donc ce n'est pas étonnant, du tout, nous sommes dans une incompatibilité pratiquement génétique. Le troisième mandat de feu Pierre Nkurunziza a violé la constitution de la République du Burundi ainsi que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation du peuple burundais. C'est du moins ce qu'a statué la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est le 25 novembre 2021. Maître Dieudonné Bashiraïchidé, l'un des membres des organisations de la société civile qui ont porté plainte devant cette cour pour l'illégalité de ce troisième mandat, regrette que les autorités traînent les pieds pour mettre en œuvre cet arrêt. Il estime que sa mise en application pourrait résoudre de multiples problèmes auxquels le Burundi est confronté aujourd'hui. Suivez Maître Dieudonné Bashiraïchidé. L'État du Burundi a tout fait pour prouver qu'il a respecté le traité. Mais en date du 25 novembre 2021, le verdict a été rendu à Bujumbura
Et la Cour a estimé que la décision de la Cour constitutionnelle du 4 mai 2015 violait la Constitution du Burundi et la Cour d'Arusha. Cette Cour venait, par cette occasion, de rétablir la vérité historique et juridique et rétablissait du coup ceux qui ont défendu la légalité constitutionnelle, rétablissaient et confirmaient la légitimité de leur lutte. Curieusement, malgré les demandes multiples de la société civile pour que la communauté est-africaine mette en application cet arrêt qui est de nature à rétablir la légalité au Burundi, le Burundi garde la sourde oreille et ne veut pas mettre en application cet arrêt qui pourrait réconcilier les Burundais et remettre le Burundi sur les rails de la démocratie. Il va falloir, tôt ou tard, que le CNDD-FDD, qui a déjà perdu devant la Cour, surtout que ces décisions étaient révocables sans recours, il va falloir que le parti CNDD-FDD demande pardon au peuple burundais pour avoir replongé le pays dans la crise. Vous voyez l'état dans lequel le pays se trouve. La population vit dans la misère, le pays manque des biens de première nécessité parce que cette décision illégale a entraîné des sanctions de la communauté internationale. Même le mandat que le président Nkurunziza a cherché, il n'a pas réellement gouverné, le pays a été isolé, il a été mis en marge de la communauté internationale. Il est grand temps que le gouvernement se ressaisisse et arrête cette fuite en avant afin que le Burundi discute sur la façon de rétablir la démocratie, de rétablir les droits de l'homme, de rétablir le droit d'expression. Maître Dieudonné Bachila Ishizé et la Cour pénale internationale vérifie encore des informations lui fournies par les associations de la société civile burundaise sur les exactions contre des innocents depuis le début des manifestations en 2015. Le bureau du procureur a déjà autorisé le début des enquêtes en 2017 et elles se poursuivent jusqu'aujourd'hui. Les assurances sont de l'un des avocats qui suivent de près les dossiers déposés auprès de cette cour, Maître Lambert Nigarura. Les victimes devraient être patientes en attendant les aboutissements de ces enquêtes en cours qui pourraient prendre un temps. Écoutons Maître Lambert Nigarura. Pour le moment, depuis septembre 2017, effectivement, le bureau du procureur a entamé des enquêtes proprement dites. Dans ces enquêtes, il revérifie les informations qui ont été transmises par notre collectif, nos collectifs et les coalitions de la société civile pour vérifier la véracité. Ils rencontrent des victimes, mais aussi ils essaient d'identifier de façon approfondie les présumés auteurs. Et ça prend généralement du temps, surtout avec la complexité de la situation, le refus du Burundi de coopérer avec les enquêteurs, le retrait du Burundi du statut de Rome, tout ça, ce sont des défis et le bureau du procureur que les enquêteurs ont rencontrés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bureau du procureur continue son travail en bonne et due forme et je peux vous garantir qu'une étape importante a été franchie. Et pour le moment, les enquêtes se font de façon confidentielle. C'est une procédure confidentielle, mais sûre. Aujourd'hui, il peut arriver comme le contexte du Burundi est complexe, ça a été de façon exceptionnelle, même au moment du lancement des enquêtes, ça a été gardé serré. Donc, ça peut aussi se faire ainsi au moment du lancement des mandats. Mais les victimes et les proches des victimes doivent savoir que le fait que la procédure se fait de façon confidentielle, c'est pour l'intérêt de la justice, mais aussi pour la protection des victimes, des témoins et des familles des victimes. Nous pouvons donc les rassurer que les crimes qui ont été commis sont des crimes qui sont imprescriptibles, sont des crimes qui sont inamnistiables. Ça peut prendre du temps, mais tôt ou tard, demain ou après-demain, les enquêtes vont bientôt se clôturer. Je ne sais pas quand exactement,
Voilà, c'est Maître Lambert Nigarura. Il suit de près les dossiers déposés auprès de la Cour pénale internationale sur les crimes commis depuis le début des manifestations anti-troisième mandat en 2015 au Burundi. Le troisième mandat de feu Pierre Nkurunziza a sciemment violé l'accord d'Arusha. La CEFOR Arusha, qui s'est engagée pour la réhabilitation de cet accord, regrette les tueries et assassinats qui s'en sont suivis, contrairement aux objectifs de cet accord. Le président de cette coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, CEFOR Arusha, explique que le parti CNDD-FDD a sans cesse rejeté l'accord d'Arusha parce que cet accord ne permettait guère à ce parti de gouverner le pays de sa propre manière. Suivez plutôt Frédéric Bambouguignumvira. Quel est l'impact de la violation de cet accord? D'abord, il y a beaucoup de morts d'hommes, il y a eu beaucoup de prisonniers politiques, et il y a beaucoup de portés disparus, des exécutions extrajudiciaires, il y a eu beaucoup de destruction dans des quartiers, et puis à côté de cela, on a observé encore une fois la destruction du tissu social, la voie politique qu'on avait indiquée a été abandonnée, et après avoir abandonné cette voie politique tracée, ils nous ont imposé une voie sans issue. Et c'est dans laquelle nous sommes aujourd'hui, d'où la nécessité de réhabiliter l'accord d'Arusha. Maintenant, les voies tracées qui sont sans issue ont été matérialisées par la Constitution de 2018, une Constitution en réalité qui ne fait pas mention nulle part de cet accord parce que pour eux, l'accord n'a jamais été accepté. Alors, les conséquences sur le plan politique, vous voyez, il n'y a pas d'ouverture politique. Il n'y a qu'un seul parti politique. En réalité, s'il y a une force politique qui monte, absolument, le CNDD-FDD doit l'écraser. Autrement dit, ce sont les dictateurs nés, ils ne veulent pas de la démocratie dans le pays. Et s'ils veulent de la démocratie dans le pays, ça veut dire c'est le retour à la guerre. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de favoriser le retour à la guerre. Deuxième élément, sur le plan économique, on voit que rien ne va parce que, en réalité, leur préoccupation a été d'amasser et de thésauriser l'argent en circulation. La valeur de l'argent, c'est lorsque il est en circulation. Et ils ne savaient pas qu'ils sont en train de détruire l'économie burundaise. Comment on peut développer un pays avec un tel comportement? Non, ils ne savaient pas ce qu'ils font. Parce que trouver de l'argent pour eux, c'est bon. Ils ne savaient pas l'impact que ça puisse avoir sur l'ensemble de l'organisation de l'économie. C'est pas leur préoccupation. Donc, ce qui fait que ils sont en train de détruire le pays. Peut-être sciemment ou peut-être inconsciemment, mais en tout cas, il y a sauvé. En fait, ces gens-là, ils ont eu des yeux gros pour avoir de l'argent, mais ils n'ont pas cherché à comment consolider les acquis et développer le pays. Voilà le fond. Donc, pour vous dire que nous avons réellement un problème sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, voilà l'impact. Le président de la CEFOR Arusha, Frédéric Bambouguignumvira, affirme que la réhabilitation de l'accord d'Arusha et son strict respect serait le pilier de la paix et la sérénité au Burundi. Maintenant, est-ce que si ces accords étaient réhabilités, est-ce que ça pourrait permettre justement retourner à une vie normale dans notre pays, politiquement normale, économiquement normale, socialement normale, culturellement normale? J'ai oublié de parler de la culture, parce qu'on voit toutes les valeurs ont été pratiquement érodées, il n'y a plus de valeur positive qui est suivie parce que voler, mentir, tricher, tuer, ce n'est plus un problème. Alors, s'il faut réhabiliter ces accords, il faut trois choses. 1. Il faut des hommes et des femmes déterminés à réhabiliter cet accord. 2. Il faut créer un environnement pour discuter de ce qui devrait être gardé de ces accords qui puissent nous aider à pouvoir avancer. Et puis 3, c'est justement la volonté de la politique burundaise de reprendre cette voie de débat. Il faut un débat, il faut des débats qui auraient lieu où, Burundi ou ailleurs, sous les auspices de qui. Tout ça sont des questions qui sont soulevées par cette question de dire comment réhabiliter les accords d'Arusha. Est-ce que la réhabilitation des accords d'Arusha mettrait fin à cette errance politique, cette errance économique, cette errance sociale, cette errance culturelle? Et je crois que, à mon avis, si les Burundais s'asseyaient et qui discutaient à fond pour voir ce qui doit être retenu, ce qui doit être gardé pour retrouver notre voie perdue, je crois que ça ferait quelque chose de très bon. À mon avis, il y a moyen justement de nous réorienter vers la voie de l'accord d'Arusha
que le CNDD-FDD, justement, a abandonné parce qu'il avait ses intérêts propres et non pas les intérêts d'ordre national. Frédéric Mavrignovila, président de la coalition CEFOR Arusha. Les Burundais devraient tirer une leçon en se rappelant de cette date et le respect des accords signés entre les Burundais devrait également être un impératif pour les autorités burundaises. Ce sont là les propos de Léon Ngendakumana, l'un des sages du parti Sahel-Afro-Debout. Selon lui, au lieu de s'embourber dans des querelles d'identité inférieure, les Burundais sont appelés à embrasser l'unique identité de Burundais pour le salut de la nation. Écoutons Léonce Ngendakumana. C'est vraiment un très mauvais souvenir. Des Burundais sont morts. Beaucoup de Burundais sont morts. Des Burundais ont fui le pays, en masse, toutes catégories confondues. Hutu, Tutsi, Tutsi, partis politiques, société civile, confessions religieuses, les médias. Ça a été une catastrophe pour le Burundi. Des Burundais coupissent toujours en prison à cause de ce qui s'est passé dans cette période. Alors, maintenant, c'est une occasion de nous interroger. Est-ce que cette situation nous a appris? Est-ce qu'on a tiré des leçons? Est-ce qu'on a tiré des enseignements pour ne plus retomber dans ces travers? Est-ce que les institutions du pays actuellement en place, est-ce que les partis politiques, est-ce que la société civile, les médias, les conventions religieuses, les groupements de jeunes, les groupements de femmes, est-ce que toutes ces catégories se rappellent de ce qui s'est passé pour préparer l'avenir de ce pays? Sinon, jusqu'aujourd'hui, l'avenir du Burundi est incertain. Si on regarde les défis politiques, les défis économiques, les défis sociaux, les défis culturels, c'est vraiment un drame. Est-ce que nous tirons des enseignements? Est-ce que nous tirons des leçons là où nous sommes? Qu'on soit dans le pays ou qu'on soit à l'extérieur du pays, qu'on soit en prison aussi, est-ce qu'on mène une réflexion pour que cela ne se produise plus? Nous en appelons dès lors à tous les Burundais, particulièrement aux institutions du pays, à commencer par le président de la République, de comprendre que lorsque les engagements pris ne sont pas respectés, lorsque les accords négociés et signés ne sont pas appliqués et respectés, comme l'accord d'Arusha dont il est question maintenant, la Constitution et les autres lois qui en découlent ne sont pas appliquées et respectées, tant que les Burundais ne sont pas unis et cohérents, le risque est grand que le Burundi sombre dans l'incertitude, sombre dans la misère, sombre dans le chômage. Nous devons alors prendre cette conscience que nous sommes tous les fils et les filles, les enfants de cette nation que le Burundi, que nous devons obligatoirement et impérativement cohabiter dans son pays et partager équitablement ce que ce pays a. C'est là où nous allons contribuer au développement du pays et à donner une image positive à notre pays. C'est là où le Burundi sera un pays, sera une nation digne, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère qui se fera respecter et qui sera respectée. On n'a pas beaucoup d'alternatives, on n'a pas beaucoup de choix. Nous devons nous en rendre compte. Voilà, c'est Léonce Ngendakumana, l'un des sages du Front pour la démocratie au Burundi. Pour clore cette édition, le gouvernement du Burundi doit promouvoir la culture de la démocratie, surtout dans cette période où l'on approche les élections législatives, pour prévenir toute forme de violence. C'est ce que demande la coalition Tournons la page qui plaide pour l'alternance démocratique. Au nom de cette coalition, Anita Gateretse déplore le verrouillage de l'espace politique au Burundi pour tenter de restaurer le monolithisme. Tournons la page demande au gouvernement du Burundi d'assurer la sécurité sur son territoire et de protéger sa population dans le respect de l'état de droit, des droits de l'homme, en conformité avec les instruments nationaux, internationaux et régionaux pour la protection des droits humains et l'état de droit. Tournons la page et la société civile souligne qu'il importe au plus haut point de réhabiliter aussi, bien dans la lettre que dans l'esprit, l'accord d'Arusha qui a largement contribué au retour à la paix, car la société civile constate que la situation délétère qui règne au Burundi résulte de l'effritement des progrès notables réalisés grâce à l'accord d'Arusha.
Les associations de la société civile demandent au gouvernement du Burundi de privilégier un dialogue franc et sincère avec toutes les forces vives de la nation, dont l'opposition, la société civile indépendante, les confessions religieuses et les partenaires du Burundi pour trouver des solutions durables à la crise politique qu'elle vit au Burundi depuis 2015. Tournons la page demande au gouvernement du Burundi de mettre immédiatement fin au verrouillage de l'espace par la révision de toutes les lois liberticides, comme la loi sur les asperges, la loi sur les manifestations publiques, la loi sur la presse, etc. La société civile demande aussi au gouvernement de lever les suspensions et les sanctions imposées aux organisations de la société civile, les médias privés et les poursuites judiciaires contre les défenseurs des droits humains, libérer les journalistes Floriane Irangabier, la syndicaliste Emilienne Sibomana et tous les prisonniers politiques et d'opinion. Nous demandons aussi au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir des violences lors des prochaines échéances électorales, lutter contre l'incitation à la haine politique et ethnique et promouvoir une culture de pluralisme politique. Nous demandons aussi de garantir que le travail de la CVR soit indépendant, impartial, inclusif, transparent et équitable. Le gouvernement doit veiller à ce que les auteurs des violations des droits humains commises dans le passé, quelle que soit l'origine ethnique ou affiliation politique, soient poursuivis et sanctionnés. Le gouvernement doit prendre des mesures pour réformer en profondeur le secteur de la justice et lutter contre l'impunité en veillant à ce que des enquêtes impartiales, approfondies soient menées sur des allégations de violation des droits humains. Anita Gateretse, au nom de la coalition, tournons la page. Et voilà, c'est ici que se clôture ce journal de la synergie des médias. Ce vendredi, nous avons exploré en profondeur le 9e anniversaire du début des manifestations contre le 3e mandat constitutionnel de Pierre Nkurunziza. Nous remercions chaleureusement tous nos fidèles auditeurs. Ce journal de la synergie était présenté par Edith Claudenina et Émile Nivasumba. Voilà, le duo vous dit au revoir et à bientôt.